Donc, on va parler d'hémorragie digestive d'origine haute. Et à travers cette conduite à tenir, faire un petit peu une révision de quelques cours que vous avez fait ces 2 semaines. Sur le plan nosologique, c'est quoi une hémorragie digestive d'origine? Donc, l'origine, l'hémorragie digestive haute, c'est tout saignement ayant pour origine le tractus digestif situé au-dessus de l'angle de Treitz. L'angle de Treitz, c'est l'angle duodéno-jéjunal. Et donc, une hémorragie digestive d'origine haute provient de l'œsophage, de l'estomac, du duodénum, et vous savez que les voies biliaires et le canal de Wirsung déversent par le biais de la papille, donc la deuxième portion du duodénum, et donc tout saignement provenant des voies biliaires, c'est une hémobilie, provenant du canal de Wirsung, Wirsungorragie. C'est des situations rarissimes, mais quand même, ça peut se voir. C'est fréquent puisque 80-90% des hémorragies digestives sont d'origine haute et 10 à 20% sont d'origine basse. La problématique, c'est qu'il faut savoir qu'il s'agit là d'une urgence médico-chirurgicale nécessitant une hospitalisation dans une structure spécialisée. Je le dis, je le répète, et attention, on n'a pas le droit de renvoyer chez lui quelqu'un qui fait une hémorragie digestive d'origine haute avant d'avoir l'étiologie et avant d'avoir une idée sur le profil évolutif. Les étiologies sont multiples, mais elles restent largement dominées par la maladie ulcéreuse gastro-duodénale. Et bien sûr, l'examen clé qui permet le diagnostic et le plus souvent un geste thérapeutique, c'est l'endoscopie digestive haute. Et se pose donc la problématique de l'organisation dans nos structures d'urgence, de la disponibilité de cette endoscopie digestive haute, de la disponibilité du matériel, d'une équipe spécialisée, d'une équipe capable de faire les choses comme il se doit. La démarche doit être rigoureuse. Elle se fait en 3 étapes. D'abord, reconnaître l'hémorragie digestive haute, apprécier sa gravité et prendre d'emblée les mesures thérapeutiques d'urgence, et puis dans un 3e temps, rechercher son étiologie et instituer un traitement spécifique. Il ne faudra pas brûler les étapes, il ne faut pas s'acharner à rechercher une étiologie et d'envoyer le patient à faire une endoscopie s'il est instable sur le plan hémodynamique, si son pronostic vital est engagé. Et donc, il faut respecter les 3 étapes de façon rigoureuse. Reconnaître l'hémorragie, ça veut dire diagnostic positif, diagnostic différentiel. Pour le diagnostic positif, on peut être devant 2 situations, les cas faciles et les cas difficiles. C'est facile quand le saignement est extériorisé. Et il est extériorisé sous 3 formes, soit sous forme d'hématémèse, c'est le rejet par la bouche dans un effort de vomissement de sang provenant des voies digestives hautes. Le méléna, c'est l'émission par l'anus de sels noirs nauséabondes. Et j'insiste, quand vous faites l'interrogatoire, précisez, est-ce que les selles sont noirs? Souvent, les malades vous disent, ah oui, c'est noir. Mais montrez quelque chose de vraiment noir. Parce que les malades confondent souvent ce qui est marron foncé de ce qui est noir. La 2e caractéristique du méléna, c'est que ça sent mauvais, c'est nauséabonde. Et donc, si c'est des selles noires nauséabondes, c'est du sang digéré et ça définit le méléna. Et on peut avoir les 2 hématémèses associées à un méléna. La 3e situation, une hémorragie digestive haute peut s'extérioriser
sous forme de rectoragie. Alors, si ça s'extériorise sous forme de rectoragie, ça veut dire que c'est un saignement tellement abondant qu'il n'a pas eu le temps d'être digéré, d'autant plus que le transit est accéléré. Et des rectoragies qui peuvent signer une origine haute, il y a obligatoirement retentissement sur l'état hémodynamique. C'est-à-dire quelqu'un qui fait des rectoragies avec un état de choc initial, pensez d'abord à l'origine haute. Stabilisez le malade, prenez les mesures d'urgence, et puis le premier examen à faire, ça sera une endoscopie digestive haute. À l'inverse, des rectoragies sans retentissement hémodynamique, ça ne signe pas une origine haute, ça signe une origine basse. Et donc, votre premier examen visant à l'explorer sera une coloscopie. Deuxième situation, c'est des cas difficiles. On est devant deux situations. Première situation, le saignement a été tellement abondant qu'il n'a pas eu le temps de s'extérioriser et ça a occasionné un état de choc initial. C'est le choc, l'état de choc hypovolimique. À ce moment-là, la mise en place d'une sonde nasogastrique peut aider en ramenant du sang rouge vif. C'est une situation très rare. Par contre, la situation la plus fréquente dans votre pratique, et là c'est le premier gros message aujourd'hui, c'est l'anémie ferriprive. Pour l'anémie ferriprive, vous allez faire hémato s'il y a un saignement occulte. Ça veut dire que le saignement est de petite abondance, il n'est pas visible. Et donc le malade ne le constate pas, alors qu'il y a du sang dans les selles. Ce saignement, il se prolonge dans le temps. Je vous donne par exemple la situation que j'ai eue récemment, un grand professeur en chirurgie, et il a eu un pondage, il a été mis sous double antiagrégation, erreur sans couverture par les IPP au long cours, et il a consulté parce qu'il avait une dyspnée d'effort, anémie 5,7 grammes d'hémoglobine. Il n'a jamais constaté, il est quand même professeur, il n'a jamais constaté ni de méléna, ni de sang dans les selles. C'était un saignement occulte et l'endoscopie digestive haute a retrouvé des lésions qui témoignent d'un saignement chronique occulte. Et donc, on va bien sûr consommer les réserves en fer, la ferritine va baisser et puis on a une anémie. La caractéristique, c'est une anémie microcytaire hypochrome. Et donc, premier gros message, l'anémie microcytaire hypochrome est un symptôme et non pas une maladie. Ça nécessite une exploration complète du type digestif. Chez la femme, la première cause d'anémie ferriprive, elle est d'origine gynécologique, mais c'est assez facile. Si elle n'a pas de ménorrhagie, si elle n'a pas de métrorragie, c'est obligatoirement le tube digestif. Il y a soit une carence d'apport, c'est très rare de nos temps, mais s'il n'y a pas ça, c'est un saignement occulte. Endoscopie digestive haute, cette endoscopie digestive haute est normale. Méfiez-vous du cancer du côlon droit. Le mode de révélation très fréquent du cancer du côlon droit, c'est le saignement occulte qui entraîne une anémie ferriprive et donc ça impose une coloscopie. Et donc retenez le premier message, une anémie ferriprive, c'est un symptôme, ça doit s'explorer et sur le plan digestif, endoscopie digestive haute, si elle est normale, complétée systématiquement par une coloscopie parce que le côlon droit étant très large, la tumeur occasionne rarement une occlusion puisqu'il y a de l'espace, mais elle va nécroser, ça va saigner, ça saigne, soit ça donne des rectoragies ou du méléna, soit ce n'est pas apparent et ça donne une anémie ferriprive par saignement occulte. Quels sont les diagnostics différentiels? Donc, il faut éliminer ce qui n'est pas hémorragie. Ce qui n'est pas hémorragie, c'est ce qui est coloration alimentaire ou médicamenteuse, par exemple, betterave, épinards, du fer, du charbon, etc. J'ai eu une fois pratiquement des rectoragies chez une famille, plusieurs membres de la famille.
qui ont consulté en même temps, mais tout simplement qui avaient consommé des betteraves. Et donc, recherchez ça à l'interrogatoire, notamment la prise de fer. Quelqu'un qui a un saignement occulte, on met du fer, c'est automatiquement les selles vont se colorer en noir. Ce n'est pas du mélanat, mais c'est la coloration noire liée à la prise de fer. Si on dilue les selles, si c'est du sang, ça tombe vers le rouge. Si c'est du fer, ça reste noir. Deuxièmement, ce qui est hémorragie, mais non digestive. Il y a du sang, mais ce n'est pas d'origine digestive. C'est l'hémocyalémèse, origine bucco-pharyngée, c'est facile par l'examen clinique. L'hémoptysie, mais l'hémoptysie, c'est des efforts de toux, c'est l'émission de sang par la bouche dans un effort de toux et non dans un effort de vomissement. Et puis, c'est l'épistaxis. Quand l'épistaxis est antérieure, c'est facile, mais parfois elle est postérieure et donc elle peut être déglutie, vomi. Ça, c'est des situations qu'on rencontre en endoscopie d'urgence, mais elles sont relativement rares. Et puis, le diagnostic différentiel le plus difficile en pratique, c'est l'hémorragie digestive d'origine basse quand le malade se présente pour un mélénat. Et donc, rappelons-nous, le mélénat, c'est l'émission par l'anus de sang noir nauséabonde. 80 à 90%, le mélénat est lié à une lésion haute. S'il n'y a pas de lésion haute, elle est basse. En pratique, il y a un critère qu'on va retrouver un peu plus loin dans les scores, c'est l'urée. Le rapport, ce qu'on appelle le rapport urée sur créate. Je m'explique. L'urée, c'est quoi l'urée? C'est le produit issu de la dégradation de l'ammoniac, lui-même issu de la dégradation des acides aminés, donc des protéines. Si on a un saignement d'origine haute, les protéines seront dégradées, il va y avoir une hyperproduction d'ammoniac, cet ammoniac est absorbé, ça passe dans le tronc-porte et dans le foie, ça va hyperproduire de l'urée. Les capacités du rein seront dépassées et donc cette urée augmentera. Et plus la lésion est basse, l'urée ne va pas augmenter parce que la surface d'absorption sera de plus en plus réduite. Si bien qu'au niveau du côlon, s'il y a une lésion colique qui saigne, cette urée ne sera pas augmentée. Et donc, erreur à ne pas faire sur le plan pratique, lorsque vous recevez un malade pour hémorragie digestive et vous faites un bilan, vous avez une urée très augmentée alors que la créate est normale, n'utilisez pas le terme insuffisance rénale fonctionnelle. Le rein n'a strictement rien à voir dans l'histoire, mais ça veut dire tout simplement qu'il y a une hyperproduction par le foie. Ça veut dire que c'est une situation habituelle parce que le sang étant riche en protéines, il y a une hyperproduction d'ammoniac, donc d'urée, et donc c'est ce qui explique cette augmentation de l'urée. Et donc, le rein n'a strictement rien à voir. Ne dites pas, n'utilisez pas le terme insuffisance rénale fonctionnelle. Alors, les critères de gravité, il y a d'abord le terrain, l'âge, l'état associé. Bien sûr, lorsque vous recevez un malade pour hémorragie digestive, la première chose capitale, vous prenez les constantes hémodynamiques, le pouls, la tension artérielle. Si le pouls est accéléré, la tension artérielle reste correcte, c'est un état de choc compensé, puisqu'il y a une décharge d'adrénaline par la médullosa surrénale qui va entraîner une tachycardie avec une augmentation des résistances artérielles systémiques. La tension artérielle va rester correcte. Et puis, quand les capacités seront dépassées, il va y avoir une baisse de la tension artérielle et on aura des signes de choc. Donc, c'est un état décompensé. Les critères biologiques, la formule, la crasse sanguine. La formule, à mon sens, c'est un examen qui est souvent pas suffisamment bien interprété par les collègues au niveau des urgences. Parce que cette formule, elle raconte une histoire.
Et l'histoire, il ne faut pas regarder que le taux d'hémoglobine. D'une part, cette formule, le taux d'hémoglobine, l'hématocrite, etc., souvenez-vous, enfin, dans un premier temps, il y a une perte proportionnelle de plasma et d'éléments figurés. Et donc, cette formule peut rester normale, alors qu'il y a un gros saignement. Ce n'est que secondairement, lorsqu'il y a une hémodilution, que cette baisse du taux d'hémoglobine apparaîtra. Et donc, attention, premier piège, lorsque vous lisez une formule chez quelqu'un qui fait une hémorragie digestive, si l'épisode hémorragique est proche du moment de la consultation, cette formule risque d'être mise à défaut. Et donc, ne tenez pas compte de la formule pour être rassuré. Vous pouvez être faussement rassuré. Vous devez refaire une formule quelques heures plus tard, attendre les phénomènes d'hémodilution pour faire le comparatif. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est quand vous lisez une formule, il faut voir également, pas uniquement le taux d'hémoglobine et d'hématocrite, il faut voir le VGM et le CCMH. Pourquoi? Parce que si vous avez, par exemple, le malade que j'ai eu, le confrère, c'est vrai que c'était du 5,7 grammes d'hémoglobine, mais c'était une anémie microcytaire hypochrome. Il avait un VGM à 67 femtolitres, pour une normale entre 82 et 95, et il avait CCMH à 27. Ça veut dire que c'était une anémie microcytaire hypochrome. Ça racontait une histoire, et l'histoire, c'était que le 5,7 d'hémoglobine n'est pas en rapport avec un saignement aigu, mais c'est en rapport avec un saignement chronique. Donc, regardez le VGM, CCMH, c'est très important. En pratique, c'est plus grave quand j'ai quelqu'un qui a un taux d'hémoglobine à 9, mais elle est normocytaire normochrome, c'est plus grave que quelqu'un qui a un 6, alors que l'anémie est microcytaire hypochrome. Dans le premier cas, c'est un saignement aigu, donc il a perdu une grande quantité de sang. Dans le deuxième cas, c'est probablement un saignement occulte. Ça, c'est capital, surtout dans notre décision de transfuser ou pas. Bien sûr, quand on a un saignement, il faut faire la crasse sanguine. Et puis, le critère de gravité évolutif, c'est le nombre d'unités transfusées pour maintenir un état hémodynamique. Plus vous êtes obligé de transfuser des unités de sang, plus c'est grave, ça c'est évident. Deuxième critère de taille, c'est la récidive de l'hémorragie. Lorsque vous avez quelqu'un qui fait un saignement, et puis pause, ressaignement, ça c'est un facteur de gravité, puisque le taux de mortalité va augmenter de façon considérable, on va le voir. Et le troisième gros critère évolutif, c'est l'instabilité hémodynamique. C'est quelqu'un qui se présente d'emblée avec un état de choc initial, et vous faites des mesures de réanimation, et la réponse à ces mesures de réanimation est médiocre. Il y a des scores. S'il vous plaît, lorsqu'on fait de la médecine, on fait de la médecine fondée sur des preuves et non pas la médecine fondée sur le coup d'œil. Le coup d'œil, ça veut dire malade va bien, malade ne va pas bien, sur le coup d'œil. Non, il y a des scores de gravité et ces scores, à travers le temps, ont été développés pour essayer de façon objective de déceler quels sont les malades qui sont à très haut risque de mortalité et quels sont les malades à faible risque de mortalité. Ça va nous aider pour notre décision. Est-ce qu'on doit garder le malade? Est-ce qu'on peut se permettre de ne pas l'hospitaliser? Et si on va l'hospitaliser, on l'hospitalise où? Est-ce que dans un service de gastro? Est-ce que dans le soin intensif, etc. Bon. Le premier score, c'est le score de Rocal, qui a ces variables, 5 variables, l'âge, la présence d'un choc initial, les comorbidités. Ça, c'est ce qu'on appelle, ces 3 items définissent le score de Rocal pré-endoscopique, c'est-à-dire avant l'examen endoscopique. C'est facile, il y a le critère âge,
même si vous pouvez être critique sur ce plan-là, puisque vous savez qu'actuellement, c'est plutôt l'âge physiologique que l'âge chronologique. Score 0, moins de 60 ans. 1, 60, 79. Score 2, plus de 80 ans. Bien sûr, le deuxième critère de taille, quand il n'y a pas de retentissement hémodynamique, c'est-à-dire le pouls est inférieur à 100, la systolique est supérieure à 100 mm de mercure, 0. Quand on a un pouls accéléré mais une tension correcte, c'est un score 1. Quand on a une tension qui décroche, c'est un score 2. S'il n'y a pas de comorbidité, c'est un score 0. S'il y a des comorbidités telles que l'insuffisance cardiaque, une insuffisance coronarienne ou une comorbidité majeure, telle qu'un cancer, là, c'est un score 2. L'insuffisance rénale, l'insuffisance hépatocellulaire, les néoplasies disséminées, c'est un score 3. On va voir comment on utilise ce score en pratique. Après avoir fait l'endoscopie, justement, là, on a une idée exacte, plus précise sur le profil évolutif par rapport à l'étiologie. Et par rapport à l'étiologie, on va voir les différentes étiologies. Mallory Weiss, pas de lésion, score 0. Les autres, score 1. Et un cancer, c'est un score 2. Les critères endoscopiques à risque, on va voir en fonction d'un score de Forrest, on va voir dans un petit moment, on score soit 0, soit 2. Eh bien, ce score en pratique, sachez que dans les pays développés, la mortalité globale, elle est aux alentours de 10%. On a fait une étude qui a été publiée, que j'ai présentée dans un congrès international sur les hémorragies digestives. On a eu 607 malades et on a eu une mortalité un petit peu inférieure. Ça paraît bizarre, mais non. C'est une mortalité qui reste très élevée parce qu'on a une population jeune. Et là, ce qui explique dans les pays occidentaux une mortalité à 10%, c'est que c'est une population âgée avec des comorbidités. Vous avez vu ce qui s'est passé avec le Covid en termes de mortalité, ça n'a strictement rien à voir. Si vous prenez un pays comme l'Italie où la population est âgée, bien sûr que vous aurez une mortalité très élevée. Alors, attention, en cas de saignement actif, en G ou en nappe, vaisseau visible, caillot adhérent, s'il y a une récidive, la mortalité est encore multipliée par 10. Donc, la récidive hémorragique, attention, ça doit vous alerter. C'est un malade potentiellement qui va décéder et donc vous devez impérativement prendre les bonnes décisions. Et on va voir plus tard c'est quoi les bonnes décisions. Deuxième score qui est beaucoup plus utilisé actuellement, c'est le score de Glasgow-Blatchford. Et ça, on retrouve notre urée. Vous voyez l'urée là, nous c'est plutôt les grammes, 17 millimoles par litre égale 1 gramme. Et vous voyez que plus l'urée est augmentée, plus c'est grave. Ce qui est logique, puisque plus l'urée est augmentée, ça veut dire que la quantité de sang qu'il y a dans le tube digestif est plus importante, puisque plus il y a du sang, plus il y a une production d'ammoniac et donc production d'urée. Et donc, cette urée sera augmentée. Le deuxième critère, c'est l'hémoglobine, le taux d'hémoglobine. Le troisième, c'est la tension artérielle. Et puis, il y a les autres critères, la fréquence cardiaque, méléna, etc. Chaque item est coté et il faut savoir, il faut avoir ça en tête parce que sur le plan pratique, ce que ça donne. Le deuxième score de Glasgow ne tient pas compte de l'endoscopie et vous voyez que ces scores-là, finalement, ils ne sont bons pour me dire, rassurez-vous, il n'y a pas de gravité que si le score est 0, voire 1. C'est-à-dire, si le score est 0,1, c'est uniquement dans ce cas de figure où je suis en droit de libérer le malade chez lui. Mais vous voyez que dès que l'urée est un petit peu augmentée, j'ai déjà un score 2. Et donc, je n'ai pas le droit de libérer le malade. Dès que le taux d'hémoglobine s'élève un peu, enfin ça baisse un peu, j'ai déjà un score qui dépassera 1. Et donc, je dois garder le malade. Retenez ça, parce qu'en pratique, malheureusement, quand ce score-là est supérieur ou égal à 1, il a une valeur prédictive positive de 32% uniquement. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que si j'ai un score supérieur ou égal à 1, on peut prendre supérieur à 1 si vous voulez, je vais garder le malade, mais dans 70% des cas, j'aurais pu le libérer. Et justement, c'est ça qui est à la base des mauvaises pratiques au niveau des urgences. Parce qu'on a l'impression, en libérant certains malades, ils ne compliquent pas, donc on va se dire, oh, que finalement, on a libéré, il ne lui est rien arrivé. Mais attention, dans 32% des cas, j'aurais eu tort, et si le malade fait une complication chez lui, il décède. Et ces patients-là, je ne les revois pas, puisque le malade meurt, et chez nous, dès qu'il y a décès, c'est le muktoub, et donc on fait directement, on switch, on ne revient pas vers la structure hospitalière, on switch dans notre tête sur le slow, le fno, etc., etc. Et donc, on n'a pas le retour de ces patients-là. Alors que ces patients-là, on les a tués, puisqu'on les a libérés à tort. Ces patients-là, ces 32%, nécessiteront un traitement endoscopique, nécessiteront une hospitalisation, voire une endoscopie précoce, diagnostique et thérapeutique. Ça permet de récupérer pratiquement tous les malades. Et le taux de mortalité va baisser de manière significative. J'espère que le message est assez clair. La comparaison des scores, ils ont la même performance sur le plan pratique. Vous savez que ce soit le ROCAL pré-endoscopique, le ROCAL après l'endoscopie, le full ROCAL qui est là, avant l'endoscopie qui est là, ou le Blatchford qui est là, ça, les scores ont pratiquement les mêmes performances en pratique. En tout cas, il faut utiliser un score de façon objective et ne pas déduire sur la médecine du coup d'œil. On est des scientifiques, il faut rester des scientifiques et il faut adopter des attitudes scientifiques pour nos patients. Alors, quelles sont les mesures d'urgence à mettre en place? Évaluer la perte sanguine et commencer, s'il y a un retentissement hémodynamique, un remplissage. Un remplissage par les macromolécules, et dès qu'on a décidé de transfuser avec la double détermination, on va transfuser. Je vais parler de la transfusion un peu plus tard. Si le malade, il y a une baisse du taux d'hémoglobine, on met de l'oxygène à bas débit. La pose d'une sonde nasogastrique, actuellement, elle n'a pas lieu d'exister, puisque ça permet théoriquement de confirmer le diagnostic, elle permet de réaliser un lavage gastrique entre guillemets, mais attention, une sonde nasogastrique qui ne ramène pas de sang peut être faussement rassurante. Vous pouvez avoir un saignement bulbaire et le sang descend dans le duodénum, et donc votre sonde nasogastrique, si elle ne ramène pas de sang, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de lésion haute. Et actuellement, et ça me tient à cœur, actuellement, dans les structures d'urgence, on pose la question, vous êtes à jeun, vous n'êtes pas à jeun. Ce qui se passe souvent, même à Mustapha, je le dis, si le malade n'est pas à jeun, on lui demande, il a un état hémodynamique stable, il n'est pas à jeun, on lui dit, ok, vous n'êtes pas à jeun, donc on lui donne une lettre, revenez demain en gastro pour faire un examen endoscopique. Bien sûr, c'est des bêtises monumentales et on a des malades qui meurent à cause de cette mauvaise attitude. La bonne attitude, c'est d'hospitaliser le malade, prendre un abord veineux, faire le bilan d'urgence, mettre de l'érythromycine IV, et si on met l'érythromycine IV, ça va accélérer la vidange gastrique, ça va d'une part, si le malade n'est pas à jeun, éliminer ce qu'il y a dans l'estomac comme nourriture, éliminer le sang de l'estomac, et ça va améliorer la qualité de l'endoscopie qu'on peut faire 30 à 60 minutes plus tard. Et donc en 2020, il n'est pas licite de retarder la prise en charge du malade à cause du fait qu'il ne soit pas à jeun. Bien sûr, prendre en charge toutes les comorbidités, parce que si votre patient est un insuffisant coronarien, s'il a de l'anémie,
il risque de décompenser son cœur et vous faites attention à l'hémorragie et vous oubliez le cœur, il va faire un IDM massif, il va décéder d'un choc cardiogénique en plus du choc hypovolimique. Corrigez les troubles de la coagulation et quand faire l'endoscopie, dès que votre patient est stable sur le plan hémodynamique, faites votre examen endoscopique. Bien sûr, plus le cas est grave, plus l'endoscopie doit être faite le plus tôt possible. Parce que le but de cette endoscopie, n'oublions pas que c'est à visée diagnostique, mais c'est surtout à visée thérapeutique pour arrêter le saignement. Au terme de cette étape, on a deux situations. Le malade a un état hémodynamique stable. On passe à l'endoscopie digestive. Maintenant, si je fais les mesures d'urgence et le malade reste instable sur le plan hémodynamique, ça ne répond pas aux mesures de réanimation. Ça veut dire que mon malade, je vais le perdre rapidement. À ce moment-là, et ça nous manque cruellement dans nos structures d'urgence, c'est le traitement radiologique. Et le traitement radiologique, c'est l'artériographie sélective. C'est par l'artère fémorale ou l'artère radiale, faire une montée de sonde, c'est ce que vous voyez là, sur cette image. On injecte un produit de contraste, on a la fuite qui est là, et à travers ce cathéter, on va injecter une solution qui va polymériser, boucher le canal et arrêter le saignement. Et donc ça permet de sauver des vies. Et bien sûr, l'artériographie sélective faite dans le cadre de l'urgence est très, très, très importante puisque ça permet de sauver pas mal de vies. Malheureusement, elle n'est pas disponible dans nos structures d'urgence. Et ça, nos malades, on a eu dernièrement une malade qu'on a dû opérer dans le cadre de l'urgence parce qu'on n'a pas d'artériographie. Et le chirurgien, c'était une panique à bord puisque j'ai fait l'endoscopie haute jusqu'au jéjunum. Il n'y avait rien. La coloscopie, c'est une polypose adénomateuse familiale avec une anastomose iléorectale. On va faire le cours plus tard. J'ai rien retrouvé par voie basse que du sang qui venait. Et lui, en ouvrant, il n'a pas pu avoir le site du saignement. La malade avait de l'hypertension portale. Ils ont fait une dérivation. Et heureusement que le saignement s'est arrêté. Mais à l'état normal, un saignement comme ça à haut débit, avec l'artériographie, on règle le problème. Rechercher l'étiologie. Donc, l'autre étape, c'est rechercher l'étiologie, c'est le diagnostic étiologique. On va faire une anamnèse, les antécédents, la prise d'AINS, d'anticoagulants, de vomissements, de maladies hépatiques, etc. L'examen clinique, bien sûr, qui doit être méthodique et complet. J'ai des objectifs. L'examen clinique, je dois rechercher des signes d'hypertension portale. Vous avez fait le cours hypertension portale et cirrhose. Je vais rechercher la présence d'une circulation veineuse collatérale. Je parle à la recherche d'une splénomégalie, d'une acide, rechercher le foie. Est-ce qu'il y a de l'atrophie? Est-ce qu'il y a une hépatomégalie? Et est-ce qu'il y a un syndrome hémorragique diffus? Rapidement, le reste de l'examen somatique. Et puis, l'examen paraclinique, clé, c'est l'endoscopie digestive haute. Elle permet de déterminer le siège de là ou des lésions responsables d'une hémorragie, d'évaluer le risque de récidive hémorragique et surtout de faire un geste d'hémostase endoscopique. Quelles sont les étiologies? La première étiologie, de loin, des hémorragies digestives d'origine haute, dans un peu plus de 50%, c'est la maladie ulcéreuse, gastro-duodénale. Et surtout, c'est l'ulcère du bulbe, plus fréquent que l'ulcère de l'estomac. Et attention, l'hémorragie peut révéler la maladie ulcéreuse. C'est-à-dire, on peut avoir un malade qui n'a aucun antécédent de maladie ulcéreuse. Ou quand on pousse l'interrogatoire, qui a eu des douleurs qui ont répondu à un traitement symptomatique. Bien sûr, le diagnostic, c'est l'endoscopie. Quels sont mes objectifs? Arrêter le saignement, prévenir la récidive hémorragique, diminuer le recours à la chirurgie et diminuer la mortalité. Donc le cours, vous avez fait le cours sur complications de la maladie ulcéreuse, j'ai bien suivi. Bon, le cours est fait par un chirurgien. Le problème, c'est que le plus souvent, on n'a pas besoin de chirurgie. Et donc, le chirurgien, quand il parle
Ah bon? Pardon, ma diapo est bloquée. Wow, wow, wow. Pardon, hein, je dois. Oh là là. Ça va comme ça revient. Pardon, une minute, hein. Désolé, hein, apparemment, la diapo était bloquée depuis tout à l'heure. Donc, je redéfile. Je redéfile rapidement la démarche, reconnaître, apprécier la gravité, rechercher l'étiologie et conduite à tenir. D'accord. Ça a bloqué sur conduite à tenir. À partir de là, pardon, une minute, hein. Prise en charge immédiate, d'accord. Oh, non, c'est problématique, ça. Non. Prise en charge immédiate. D'accord, 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 d'accord. Voilà. Ça a bloqué à partir de là, donc. Prise en charge immédiate. J'ai dit deux situations. État hémodynamique stable, endoscopie digestive haute. État hémodynamique instable, mesure de réanimation, succès, endoscopie haute. Échec, on fait une artériographie. Et l'artériographie, par sonde introduite par voie fémorale ou radiale, on injecte un produit de contraste, la fuite de contraste est là, donc on détecte le site du saignement, on injecte un produit, ça va polymériser, ça va boucher et arrêter le saignement. Rechercher l'étiologie, on fait une anamnèse, un examen clinique, les examens paracliniques, ça je passe, et puis on commence par la maladie ulcéreuse. C'est la cause la plus fréquente, un ulcère du bulbe plutôt que l'ulcère de l'estomac. L'hémorragie peut révéler la maladie ulcéreuse et le diagnostic repose sur l'endoscopie, qui a un quadruple objectif, arrêter le saignement, prévenir la récidive hémorragique, diminuer le recours à la chirurgie et bien sûr diminuer la mortalité. Voilà. Cette endoscopie, quand on retrouve une lésion, un ulcère qui saigne, la classification à retenir, c'est la classification de Forest, F-E-2-R-E-S-T. Quand vous apprenez une classification, parce que vous avez beaucoup de choses à apprendre, il faut essayer de structurer votre cerveau en étapes. La classification de Forest, il y a 3 stades. 1, 2, 3. C'est quoi le 1, c'est quoi le 2, c'est quoi le 3? Le 1, c'est un saignement actif. Le 2, c'est des stigmates de saignement récent. Le 3, il n'y a ni l'un ni l'autre. 1, saignement actif. 2, stigmates de saignement récent. Et 3, ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire pas saignement actif, pas de stigmate de saignement. Pour le 1, le saignement, il est soit pulsatile ou en G, c'est le A. Soit il est en nappe, c'est le B. Ça vous donne le 1A,
le 1B. Ça, c'est un saignement actif. Deuxièmement, il n'y a pas de saignement actif, mais il y a des stigmates de saignement récent. C'est-à-dire qu'il y a des signes endoscopiques qui nous disent que cette lésion a récemment saigné. Il y a 3 ABC. Le A, c'est le vaisseau visible. Il y a un vaisseau qu'on voit. Et un vaisseau qu'on voit, c'est le risque de récidive est très important. Deuxièmement, il y a un caillot qui fait hémostase. Troisièmement, il y a des petites taches brunes, ça s'appelle taches d'hématine. Ça vous donne le ABC. A, vaisseau visible, B, caillot adhérent, C, taches pigmentées, taches d'hématine. Le 3, c'est l'ulcère propre. Voilà, je reprends. Pardon, une minute. Donc, voilà, le 1A, saignement en G, c'est ce que vous voyez là. On va voir des images. Comme ça, vous allez bien retenir la classification. Le 1B, c'est saignement en nappe, ce que vous voyez là. Regardez là, il y a un gros vaisseau visible. Et l'ulcère, ça apparaît en blanc. C'est ce que vous voyez là. Voilà. Là, c'est un vaisseau qui fait saillie. Là, c'est un caillot noir. Et là, c'est des taches pigmentées. Et là, regardez, il n'y a ni saignement actif, ni stigmate de saignement. Voilà des images impressionnantes de saignement actif. De saignement actif. Voilà, c'est le 1A. Voilà, il y a un saignement en nappe. Bien évidemment, quand on voit un saignement comme ça, on n'a pas le droit de retirer l'endoscope sans avoir fait l'hémostase. Et si on échoue, ça arrive assez rarement, si on échoue, le malade doit être envoyé en chirurgie. Donc, on doit faire l'intervention chirurgicale. Deuxièmement, des stigmates de saignement récent. Ça, c'est ce qui est blanc, c'est un ulcère. Ça, c'est le pylore. Ça, c'est un ulcère gastrique. Et voyez là, ce que vous voyez là, c'est un vaisseau visible. Une autre image d'un vaisseau visible. Voilà, ce qui est blanc, c'est un ulcère. Et ça, c'est un vaisseau visible. C'est un ulcère, c'est un vaisseau visible. On n'a pas le droit de dire, par exemple, si on voit ça, ah, tiens, il n'y a pas de saignement actif. Bon, on va mettre un traitement médical et on s'en va. Non, le risque de récidive, il est de 40 à 80%. Et rappelez-vous, s'il y a récidive hémorragique, la mortalité est encore multipliée par 10. Et donc là, on doit faire impérativement un geste d'hémostase endoscopique. Pour le caillot, voilà un caillot noir, ancien, un petit peu ancien, mais là, vous voyez un caillot frais. Et le taux de récidive, il est de 20 à 30%. Quand vous voyez un caillot comme ça, le risque de récidive est faible, mais attention à la limite de cette classification. Vous imaginez qu'un caillot peut cacher un vaisseau. Donc, on risque de sous-estimer. C'est pour cela que la médecine, c'est de l'intellect d'abord et de la pratique avec un effort intellectuel. C'est pas on recherche les résumés, les hyper-résumés pour avoir un examen, c'est de s'imprégner de la vraie médecine parce que nos patients ont besoin plutôt de ça. Par exemple, si vous avez cette image-là et vous avez un malade qui fait une anémie normocytaire, normochrome à 8 grammes d'hémoglobine, je suis certain qu'il y a un vaisseau au-dessous de ce caillot. Parce que s'il a fait de 7 grammes normocytaire, normochrome, ça veut dire qu'il y a eu une grosse lésion qui a saigné, et donc probablement ce caillot cache un vaisseau. Ça a un impact sur la prise en charge, je vais le développer un peu plus loin. Pour le 2C, voilà des taches d'hématine, ce que vous voyez là, le risque de récidive est faible, 5 à 10%. Et donc, si j'ai gardé mon malade, je l'ai pris en charge, j'ai demandé une endoscopie, et puis l'examen endoscopique retrouve ça, je suis tranquille que si j'ai remballé le malade chez lui et je n'ai pas fait d'endoscopie. Parce que après avoir fait l'endoscopie, j'ai une idée plus précise sur le profil évolutif, notamment le risque de récidive hémorragique de mes malades. L'ulcère propre, voilà.
l'ulcère propre. Ça, c'est un ulcère propre en rétrovision gastrique. Ça, c'est le pylore, un ulcère gastrique. Ça, c'est le pylore, un autre ulcère gastrique. Et le taux de récidive, si j'ai un ulcère propre, comme ça, le taux de récidive est très faible. Est très faible puisqu'il est pratiquement de 0%. Donc là, je suis réellement tranquille. Je vais mettre un traitement médical et je libère mon patient. Quelles sont les modalités des traitements endoscopiques? Il y a les méthodes d'injection. J'injecte quoi? C'est ce qu'on fait souvent. Ce qui est le plus rentable, le moins cher, c'est du sérum physiologique avec de l'adrénaline. Le problème, c'est que l'injection seule ne suffit pas parce qu'en injectant, j'aurai un effet compressif du volume, un effet vasoconstricteur de l'adrénaline, mais cet effet est transitoire. Et donc, je dois impérativement, avec l'injection, mettre une méthode mécanique, une méthode thermique. J'explique les méthodes que je fais assez couramment, les clips, je vais expliquer ce que c'est, la ligature et les méthodes thermiques. Je n'utilise pas le laser, mais j'ai le plasma argan. Je vais vous expliquer c'est quoi le concept du plasma argan. L'argan, c'est une électrocoagulation. Vous voyez cette sonde? L'argan, c'est un gaz conducteur de courant. Donc, quand je fais sortir ma sonde, si je mets de l'électricité sur la paroi, je perfore. Je ne vais pas faire une hémostase endoscopique pour entraîner une perforation, vous êtes d'accord? Cette sonde que vous voyez là, je vais la mettre à 1 mm de ma lésion. J'appuie sur une pédale, la pédale bleue, l'argan va sortir et le courant va suivre l'argan, puisque l'argan est conducteur de courant, et je vais entraîner une brûlure superficielle. Et cette brûlure va entraîner une hémostase, destruction du vaisseau, qui va entraîner de la fibrose, et donc ça va faire l'hémostase endoscopique. C'est la méthode thermique, par électrocoagulation au plasma argan. Ça, c'est très utile. Quand j'ai un saignement en nappe, j'arrête le saignement avec ça. Ça, c'est magique. Alors ce qu'on utilise habituellement, c'est les deux méthodes. Je vais vous montrer des images. L'injection seule ou traitement combiné, il n'y a pas photo. Lorsque vous faites un traitement combiné, c'est-à-dire injection plus une autre méthode, vous avez moins de récidives, vous avez moins de recours à la chirurgie, vous avez moins de mortalité. Et donc, actuellement, toutes les recommandations vous disent que pour faire une hémostase endoscopique fiable, durable, on doit faire deux méthodes. On injecte, je vais vous montrer des images, on injecte la lésion, puis on met des clips. Voilà la pose d'un clip. C'est une véritable suture chirurgicale. Je lave, je mets en évidence ma lésion, j'ouvre le clip, j'applique et je largue mon clip. C'est comme si j'ai le chirurgien suture. Le problème en pratique, on fait généralement l'urgence. Quand le patient est opéré, il est opéré dans un bloc, alors que nous, on le fait dans des conditions vraiment déplorables. Actuellement, il y a des nouvelles techniques. Quand on a un gros vaisseau comme ça, si je mets un clip et je déchire le vaisseau, je vais déclencher un saignement vraiment très abondant. Alors, il y a ces gros clips, c'est des véritables pièges à loups. C'est ce qu'on appelle des clips Ovesco. On nous dit que ça coûte cher, mais opérer un malade, ça coûte plus cher et sa vie coûte beaucoup plus cher. Et là, l'hémospray hémostatique, ce que vous voyez là, l'hémospray hémostatique, ça c'est une technique relativement récente qui a été employée dans la guerre du Golfe pour les plaies artérielles des soldats. En attendant de les transmettre à l'hôpital, on pulvérise une poudre et ça fait hémostase. Et donc, par voie endoscopique, ça a été utilisé. Quand on n'arrive pas à mettre en évidence le site du saignement, on pulvérise cet hémospray hémostatique et ça fait hémostase. Et puis, ça nous permet de reprendre le malade dans de meilleures conditions 24 heures plus tard. Qu'en est-il des IPP? Premier message pour les IPP qui est archi faux. Attention, les IPP seuls ne traitent jamais une hémorragie.
c'est faux de dire le malade a une hémorragie, je vais mettre des IPP pour arrêter le saignement. Ça, c'est du faux. Attention, ne doivent jamais être utilisés en alternative à un traitement endoscopique. Les IPP, c'est un appoint au traitement endoscopique, ce n'est pas une alternative au traitement endoscopique, ça doit être fait après l'hémostase endoscopique pour prévenir les récidives endoscopiques, pour réduire le risque de recours à la chirurgie et c'est pour éviter le second look endoscopique. La posologie, c'est-à-dire le malade, je l'ai reçu, je l'ai bien pris en charge, je l'ai réanimé, je l'ai transfusé, et je n'ai pas parlé de la transfusion, je m'en excuse. Là, le but de la transfusion, ça dépend de votre terrain. Si vous avez un coronarien, le chiffre d'hémoglobine que vous visez, c'est 9-10 grammes. Si vous avez un patient qui est jeune, en bon état général, sans comorbidité, le 8 grammes suffit largement. Vous n'avez pas besoin d'aller au-delà. Il faut éviter de surcharger parce que vous favoriserez la récidive hémorragique. Et donc, finalement, les IPP, il y a un schéma standard. Après traitement endoscopique, je mets 80 mg en bolus, c'est-à-dire en IV des lentes, et puis 8 mg par heure à la seringue électrique pendant 72 heures. Pourquoi ne pas mettre des injections seules? Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui est incriminé dans la récidive hémorragique, c'est la baisse du pH. Si vous avez un pH qui descend au-delà de 4, vous favorisez la récidive. Et donc, après traitement endoscopique, si vous arrivez à maintenir le pH au-delà de 6, vous évitez les récidives hémorragiques. Et pour ce faire, vous allez délivrer des IPP de façon continue. Comme ça, dès qu'il y a une pompe active, elle sera inactivée par l'IPP et vous allez réduire de façon très efficace, élever de façon très efficace le pH ou réduire de façon très efficace l'acidité gastrique et vous allez réduire la récidive hémorragique. Donc, retenez que les IPP ne sont pas un traitement pour l'hémorragie. Les IPP, c'est en complément à un traitement endoscopique qui est un traitement combiné, injection plus une autre méthode, clip ou méthode thermique telle que le plasma. Qu'en est-il du traitement chirurgical? Eh bien, vous avez eu la chirurgienne qui a fait les complications sur la maladie ulcéreuse et elle vous a dit clairement que je n'opère pratiquement plus les hémorragies ulcéreuses. C'est parce que justement, le traitement combiné avec les IPP a réduit de façon très significative ce recours à la chirurgie. Parfois, s'il s'agit d'une hémorragie massive, échec ou non-disponibilité, ce qui est déplorable, du traitement endoscopique, on a recours à cette chirurgie d'hémostase qui va faire une ligature des vaisseaux qui saignent, du vaisseau qui saigne. Et donc, vous allez me dire, mais cette ligature, vous avez la possibilité de la faire par des clips, et donc, idéalement, je la fais par des clips et non pas par voie chirurgicale. On va finir sur cet algorithme. Donc, je reçois une hémorragie digestive, je stabilise l'état hémodynamique, je fais une endoscopie. C'est un Forest 2C ou Forest 3, traitement médical ambulatoire sans traitement endoscopique, puisque le taux de récidive, il avoisine 0. S'il y a un saignement actif, vaisseau visible, je fais obligatoirement un traitement endoscopique. S'il y a un caillot adhérent, j'ai mis un point d'interrogation parce que si j'ai un caillot adhérent avec une formule qui parle, j'injecte au pourtour de l'ulcère, j'enlève le caillot et le vaisseau que je vais voir, je vais le clipper. Comme ça, je vais éviter la récidive. Le traitement endoscopique et médical, succès, c'est OK. S'il y a une récidive hémorragique, ça dépend de l'endoscopiste. Si j'ai l'impression d'avoir tout fait pour ce malade, je ne peux pas faire plus. Je vais demander au chirurgien d'opérer le malade. Parce que je ne peux pas faire plus. J'estime que j'ai tout fait en endoscopie et malheureusement, ça n'a pas marché. Si j'estime que peut-être je peux encore faire quelque chose
puisque la première fois, je n'ai pas tout fait, eh bien, je peux faire retenter un nouveau traitement endoscopique et s'il y a échec, passer à la chirurgie. Et donc, récidive hémorragique, soit chirurgie d'emblée, soit chirurgie via un échec d'un deuxième traitement endoscopique. J'en ai terminé avec la maladie ulcéreuse. Je vais vous faire une petite révision sur l'hypertension portale. Ça, c'était le plus gros morceau du cours. Pourquoi ça ne vient pas, les questions-réponses? Voilà. Questions-réponses. Les plaques ne passent pas, on ne voit pas, ça je sais. Les slides ne passent pas. Ok, elles sont bloquées. Ça, je n'ai pas vu. Hein. Vraiment, c'était nul. Ne défile pas. Ok. Les questions. Donc, il n'y a pas pour le moment des questions. D'accord. J'espère que vous avez bien suivi. D'accord, ça j'ai bien. Le score de Blanchefort. Il y a des items et chaque item est coté. Et dès lors que c'est supérieur à 1, vous n'avez pas le droit de renvoyer le malade chez lui. En gros, c'est ce que ça veut dire. Si le score est de 2 ou 3, ça ne veut pas dire que forcément vous allez trouver une catastrophe, mais ça veut dire que vous devez hospitaliser le patient, faire une endoscopie, y voir plus clair, et puis reprendre une décision. Quel est le taux de réussite? Un bon radiologue qui va vous mettre en évidence l'origine du saignement, le taux de succès est très important, il est de 80%. C'est-à-dire pour arrêter le saignement. Maintenant, le risque majeur, il faut que quelqu'un d'entraîné, il faut quelqu'un vraiment d'entraîné parce que le risque majeur, si on bouche au niveau de la racine, il y a risque de nécrose de ce qui va aller en amont. Mais ce risque-là, chez un radiologue, c'est expérimenté, il est faible. Voilà. Un ulcère propre. Comment on peut trouver un ulcère propre après un saignement? Eh bien, un ulcère propre après un saignement, la cause la plus fréquente, c'est que vous avez fait l'endoscopie très tardivement. C'est-à-dire, le malade, par exemple, il consulte jeudi, et puis il y a un long week-end, et puis vous le recevez après le week-end. Vous avez un ulcère propre. Et question qui devient intéressante, si j'ai un ulcère propre avec une anémie normocytaire normochrome, méléna, situation pratique, méléna, 7 grammes, ulcère propre. Depuis, ça ne colle pas. Ça ne colle pas. Ça ne colle pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui tombe par an, je dois rechercher une autre lésion. Je dois rechercher une autre lésion, impérativement, ce n'est pas ça qui saigne. Le clip ne finit pas par se détacher. Oui, le clip, il peut tenir des semaines, il peut tenir des mois, il peut tomber après quelques jours. Mais peu importe, parce que le risque de récidive maximal, il est dans les 24, 48, 72 heures. C'est-à-dire, il tombe alors après 72 heures, parce que j'ai entamé, dans ces délais-là, j'ai entamé le traitement médical par les IPP, et la cicatrisation va se lancer, et puis le taux de récidive sera faible. Un caillot adhérent peut se détacher par insufflation? Non. Après le passage du bol alimentaire? Non. Le caillot, généralement, il est adhérent, il est bien adhérent. Eh bien, si je vois un caillot et je veux faire un traitement d'hémostase, j'injecte du sérum adrénaliné, j'enlève le caillot et puis je fais le traitement endoscopique. D'accord? Si vous voyez répéter, le traitement endoscopique thermique. Thermique, ça veut dire on va brûler. Thermique, c'est on brûle. Et le fait de brûler, ça arrête le saignement puis ça détruit le vaisseau qui saigne. Et ça induit une réaction inflammatoire qui va avoir un effet compressif et tardivement, elle va se terminer par de la fibrose. Donc, les méthodes thermiques ont, sur le plan des études, une efficacité comparable aux méthodes mécaniques. En pratique, on doit être capable de faire les différentes techniques pour adapter la technique au cas. Par exemple, si j'ai un gros ulcère avec un vaisseau très saillant au milieu et j'ai peur que le clip
déchire le vaisseau et redéclencher le saignement, là, la méthode thermique, elle est nettement meilleure. Pour un saignement en nappe, il n'y a pas à dire, l'électrocoagulation plasma-argan est nettement meilleure et plus simple à réaliser. Et donc, on doit vraiment être capable on maîtrise les différentes méthodes, comme ça, on pourra adapter le. Vous me permettez, j'ai anémie fériprive, mais pas de ménorragie. Anémie fériprive isolée, ça s'explore. Ça s'explore. Endoscopie haute, on a l'explication, ok. On n'a pas l'explication, on fait une endoscopie basse. C'est assez clair. Une gastrite chronique à Helicobacter pylori peut entraîner une anémie, bien sûr. Cirrhotique, je vais en parler. Clip, on met, d'accord. Remplissage, transfusion. Dans un premier temps, le malade, quand il consulte, il n'a pas de groupage. Il est en état de choc. Je fais des macromolécules. Dès que l'état hémodynamique se stabilise, je ralentis le rythme des perfusions, je mets du sérum physiologique et puis, dans un second temps, je transfuse des culoglobulaires avec comme objectif 8 grammes d'hémoglobine chez le sujet jeune sans comorbidité, 9-10 grammes chez un sujet âgé ou qui a des comorbidités. Les IPP uniquement en cas d'hémorragie? Non, pas d'hémorragie. Les IPP, c'est en cas d'ulcère hémorragique. Forest. 2C, il n'y a pas de 3C. Le traitement médical, c'est le traitement d'éradication d'HP. Ah, d'accord. Le traitement médical, je n'ai pas développé. Ça, c'est le traitement de l'hémorragie. Bien sûr, après les 72 heures, le malade va sortir avec une ordonnance éradication d'Helicobacter pylori. Éradication Helicobacter pylori 1, ésoméprazole 40 mg, un comprimé une demi-heure avant le petit-déj, un comprimé une demi-heure avant le dîner pendant 14 jours, 3 antibiotiques, amoxicilline 1 g 2 fois, métronidazole 502 fois, clarithromycine 502 fois pendant 14 jours. Ça, c'est la quadrithérapie. La quadrithérapie, on éradique HP, on maintient les IPP pendant 4 semaines, IPP seul, ésoméprazole 40 mg une fois le matin. Et si on arrive à éradiquer l'Helicobacter pylori, on réduit le risque de récidive hémorragique ultérieure. Voilà, pour le traitement médical, la question sur le traitement médical. D'accord. Raisonnement FNS, bon, ça a été, n'entraîne pas une gêne alimentaire. Non, les clips n'entraînent pas de gêne alimentaire. D'accord. Ok. Rapport urée-sucréate pour la énième fois. L'urée est le produit de dégradation de l'ammoniac. Et le cycle de l'urée, ça se passe au niveau du foie. Quand on a un saignement digestif, le sang étant riche en protéines, ça va hyperproduire de l'ammoniac, lequel va être transformé en urée, et donc cette urée va augmenter. Si vous avez un saignement haut, l'absorption se fait au niveau du graine. L'absorption au niveau du graine, dans ce que vous savez, mésentérique supérieure, transporte, passage dans le foie, plus le saignement est haut, plus la quantité d'ammoniac absorbée est importante, plus l'urée sera augmentée. Plus le saignement est bas, ça va passer à moins de distance, l'urée sera moins augmentée. Si c'est un saignement colique, il n'y a pas d'absorption et l'urée ne sera pas du tout augmentée. Et ne dites pas qu'il s'agit d'une insuffisance rénale. Voilà, je passe à la deuxième partie, et puis la suite, c'est plus rapide, puisque le professeur Debzi a très bien expliqué cette partie. L'hypertension portale, comme vous le savez, c'est l'augmentation de la pression dans le système porte. Le système porte, vous avez la veine splénique, la mésentérique supérieure qui forme le tronc, la mésentérique inférieure qui forme le tronc splénomésoréique qui s'unit avec la mésentérique supérieure pour former le tronc porte, qui va se subdiviser en branche portale gauche pour le foie gauche et branche portale droite pour le foie droite, et ça va sortir par les veines sus-hépatiques pour aller, comme vous le savez, dans la veine cave inférieure, puis dans le cœur. Tout obstacle à l'écoulement de sang définit l'hypertension portale
par l'augmentation de la pression dans le système porte de plus de 12 mm de mercure, ou bien un gradient, ça c'est mieux, gradient, c'est-à-dire une différence de pression porte au cave supérieure ou égale à 5 mm de mercure. Cette hypertension portale peut entraîner une hémorragie, soit par rupture de varices, le plus souvent œsophagienne, heureusement, parfois gastrique, par la gastropathie hypertensive, je vais réexpliquer, ou bien une varice de siège ectopique. L'interrogatoire recherchera les antécédents d'hépatopathie chronique et les dictères, et l'examen clinique va rechercher, vous avez fait ça, les signes d'hypertension portale et les signes d'insuffisance hépatocellulaire. Si j'ai ces signes-là, la probabilité de saignement par rupture de varices œsophagiennes est la plus élevée. Mais ça n'empêche, il faut se préparer à toutes les éventualités. Cette hémorragie est liée directement au gradient de pression. Pour qu'il y ait possibilité de saignement, il faut que ce gradient de pression dépasse 12 mm de mercure et plus de 25 mm, c'est une HTP augmentée. Et donc, sur le plan pratique, vous avez fait le cours avec le professeur Debzi. Pour la prévention primaire, c'est-à-dire pour éviter que les varices saignent, on a deux options. Soit on réduit ce gradient par les bêta-bloqueurs, soit on fait la ligature élastique des varices. Et la ligature élastique des varices, le but, c'est d'entraîner une nécrose qui va se terminer par de la fibrose pour détruire ces varices et d'éviter le saignement. Les objectifs thérapeutiques devant une hémorragie aiguë liée à l'hypertension portale, je vais aller plus vite puisque le professeur Debzi en a parlé, c'est contrôler le saignement. Ça, c'est impératif. Deux choses qu'on oublie en pratique. Si on les oublie, c'est très grave parce que le risque de mortalité n'est pas uniquement lié au saignement, mais il est lié, dans la moitié des cas, aux autres complications, c'est l'infection du liquide acide et l'encéphalopathie hépatique. Et donc, tout malade qui fait une hémorragie digestive doit bénéficier de trois mesures: contrôler le saignement, prévenir l'encéphalopathie hépatique, prévenir l'infection du liquide acide. Il y a un protocole rigoureux qu'on doit suivre. La transfusion, ça m'a été posé déjà question. Il faut éviter de trop remplir quelqu'un qui a une hypertension portale et qui a fait une hémorragie. Parce que quand il fait une hémorragie, il y a baisse du débit splanchnique et arrêt du saignement. Si on remplit trop, on risque de redéclencher le saignement. Si bien que nos objectifs sur le plan transfusionnel, c'est d'avoir un taux d'hémoglobine de 7 à 8 grammes d'hémoglobine. Pour l'hématocrite, vous multipliez par 3. C'est-à-dire, multipliez par 3 le taux d'hémoglobine et vous avez votre hématocrite. Bien sûr, je reçois le malade, il a des signes d'hypertension portale, je le réanime s'il est en état de choc, je le transfuse avec ses objectifs de 7-8 grammes d'hémoglobine, pas plus. Je mets un traitement vasoactif octréotide qui peut être maintenu jusqu'à J5 après un bolus de 100 gamma, 600 gamma par 24 heures, et l'endoscopie doit être faite le plus tôt possible. Dès que le patient est stabilisé et mis en condition, je passe à l'endoscopie pour faire un traitement endoscopique. Le plus souvent, ce traitement repose sur la ligature élastique des varices. Je vais en parler. Je vais parler de la sonde de Blackmore, et le traitement radiologique, et puis de la TH. La sonde de Blackmore, quand, durant mon résidanat, en 97 notamment, j'ai le souvenir des sondes de Blackmore, puisque le traitement endoscopique n'était pas vraiment disponible, et on mettait, et on n'avait pas d'octréotide, de traitement vasoactif, et on mettait pratiquement chaque garde 2 sondes de Blackmore. C'est ce que vous voyez là, c'est une sonde à double ballon. On l'a fait introduire par le nez comme une sonde nasogastrique. Le malade avale, ça passe dans l'estomac, on gonfle le ballon gastrique, on tire, on fixe au nez, puis on gonfle le ballon œsophagien, c'est ce que vous voyez là. Et on fait une hémostase par tamponnement. C'est l'indication, c'est l'hémorragie réfractaire au traitement endoscopique et au traitement vasoactif en attendant une solution plus définitive, enfin plus performante qui est le TIPS.
ou bien on a un état de choc non contrôlé, on a une autre probabilité, on n'a pas contrôlé l'état de choc, alors que le malade fait des signes cliniques d'hypertension portale, ce qui nous suggère la possibilité très élevée de la rupture de varices œsophagiennes. On met une sonde nasogastrique, ça permet de sauver des vies. Mais actuellement, on en met exceptionnellement, parce que le traitement vasoactif est disponible et parce que l'endoscopie est accessible. Mais bon, sachez que ça peut sauver des vies. Pour les varices, vous avez fait la classification, je ne reviens pas là-dessus. Si les varices prolongent les varices œsophagiennes, c'est GOV1. Si ça va dans la petite courbure, si ça va dans la grande courbure, c'est GOV2. Pourquoi on fait la différence? Parce que dans le premier cas, c'est alimenté de la même façon. Donc le traitement, c'est la ligature. Par contre, si c'est des GOV2, là, c'est les vaisseaux courts gastriques et donc ce n'est pas le même traitement. On va mettre de la ligature pour les varices œsophagiennes, de la colle biologique pour les varices gastriques. Et ça, c'est IGV, c'est isolated. Là, ça ne prolonge pas les varices œsophagiennes. C'est des varices gastriques uniquement sur la grosse tubérosité pour le 1, au niveau antral pour le 2. Là, c'est une classification ancienne. On classait, c'était séduisant, puisque quand ça s'affaisse à l'insufflation, c'est un grade 1. Quand ça ne s'affaisse pas sans obstruer la lumière, c'est un grade 2. C'est ce que vous voyez là. Quand c'est très gros et ça réduit le calibre de la lumière, c'est un grade 3. Actuellement, c'est un petit peu aléatoire, surtout entre le 2 et le 3. Et bon, même par le 1, est-ce que ça s'affaisse, ça ne s'affaisse pas, etc. En fait, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est ce qu'on va faire. Est-ce qu'on va décider de mettre un traitement pour ces varices ou pas? Là, on est dans le saignement. Le saignement, c'est bien sûr, on va faire un geste d'hémostase. Et là, on classe actuellement petite varice, grosse varice. Petite varice, ça veut dire que l'endoscopiste a jugé que c'est un circuit de surveillance. Grosse varice, c'est un circuit de traité. Soit on est en prévention primaire pour bêta-bloqueur ou ligature, soit on est dans une varice qui saigne. Et là, la varice qui saigne, cette classification n'a strictement aucun sens, puisqu'une varice qui saigne peut se vider de son sang, et donc elle sera plus petite. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas plus grave. Et donc là, je n'ai pas de problème. Pour une varice qui saigne, je mets obligatoirement le traitement endoscopique. Si je vois ce saignement que vous voyez impressionnant, je mets un traitement et c'est magique. On fait l'hémostase endoscopique sur le champ. L'hémostase endoscopique, avant, on utilisait la sclérose. Là, on fait sclérose, ça veut dire on injecte un produit, de l'alcool absolu ou du polydocanol, qui va induire une réaction inflammatoire qui va se terminer par de la fibrose et ça va fermer les varices. C'est la sclérose. La ligature, c'est le même concept. Là, vous avez un clou plaquettaire. On aspire, on largue un élastique. On crée une strangulation. Ce tissu-là va nécroser et cette nécrose va donner une escarre qui risque de chuter. C'est pour ça qu'on peut avoir un saignement retardé 7e, 10e jour par chute d'escarre. Et puis, secondairement, ça va donner de la fibrose. Et donc, on se débarrasse de ces varices qui ne sont pas efficaces sur le plan hémodynamique, puisque ça ne déverse pas le sang quelque part. Et elles nous créent des problèmes, puisque la tension sur la paroi va amincir cette paroi qui va se rompre et induire une hémorragie. Et la ligature élastique, vraiment, c'est une technique très facile à réaliser sur le plan pratique et très rapide, très facile et très rentable. On met plusieurs élastiques à différents niveaux et, bien sûr, après l'épisode hémorragique, on va faire des séances de ligature jusqu'à nous débarrasser définitivement de ces varices. Pour les varices gastriques, c'est ce que vous voyez là. Le traitement, c'est la colle. Il y a deux types, le GOV1 ou le VOG1 si vous voulez, et le VOG2. Quand c'est la petite courbure, le traitement, c'est la ligature. Quand c'est du VOG2, sur la grosse tubérosité, c'est ce que vous voyez là, c'est la colle biologique. Cette colle, c'est un produit qu'on mélange avec un produit du lipiodome radio-opaque pour voir sous contrôle scopique. On injecte le produit polymérise
et comme si on cimentait cette varice. C'est du ciment et c'est magique, ça fait l'hémostase sur le champ. On ligature les varices œsophagiennes, on fait de la colle biologique sur les varices gastriques, sur la grosse tubérosité, et on arrive à récupérer la plupart des malades. Malheureusement, quand un malade a une cirrhose du foie, quand il fait un épisode hémorragique, l'espérance de vie chute considérablement. Et donc, c'est des malades à suivre de façon très rapprochée. Pour la gastropathie hypertensive, ça veut dire quoi, gastropathie hypertensive? Hypertensive, ça veut dire qu'elle est liée à l'hypertension portale. Cette augmentation de la pression va induire une dilatation des capillaires et cette dilatation va se voir comme ça au niveau de l'estomac. C'est ce qu'on appelle l'aspect en mosaïque. Vous voyez cet aspect en mosaïque ou en nid d'abeille qui est assez clair, mais il n'y a pas de pétichie comme il y a là. Si on a ça, c'est gastropathie, on va la juger modérée ou légère. Quand on a ça, c'est la gastropathie sévère. Sévère puisque ces spots, ce que vous voyez là, c'est une muqueuse qui va pleurer du sang. Et si on a une gastropathie au niveau de l'antre, c'est ce qu'on appelle là l'estomac en pastèque. Là, c'est la magie. C'est la magie. J'ai plusieurs malades comme ça. C'est la magie de l'électrocoagulation plasma-argon. Là, sur ces lésions-là, l'argon marche très très bien. C'est-à-dire à travers la sonde, on fait passer du courant véhiculé à travers l'argon. On brûle ce que vous voyez là en blanc. On brûle ces vaisseaux qui saignent. Ça donne de la fibrose. On les détruit. Et du coup, le malade va s'améliorer. On fait plusieurs séances espacées de 3 à 4 semaines. Varice ectopique duodénale, ça c'est rarissime. S'il y a échec, s'il y a échec du traitement endoscopique, on fait le TIPS. TIPS, 2S. C'est ce que vous voyez là. On met à travers une prothèse en communication le système porte avec le système cave. Échec du traitement endoscopique ou récidive précoce après le traitement endoscopique. Je vous explique. Là, vous avez une image radiologique après contraste d'un patient qui a une hypertension portale sur cirrhose par bloc intrahépatique. Vous voyez l'obstacle ici. Le sang, il y a une circulation collatérale. Le sang, au lieu d'aller vers là, il va vers là, vers les varices qui saignent. Si on arrive à rétablir le courant sanguin là, on va introduire un cathéter par voie jugulaire interne. On pousse le cathéter sous contrôle radiologique. De la jugulaire interne, on rentre dans la veine cave supérieure. L'oreillette droite, veine cave inférieure, veine sus-hépatique. On perfore, on passe dans le tronc-porte. Et à travers ce cathéter, on fait passer une prothèse. Vous voyez le cathéter là, le tuyau là. Et puis à travers le cathéter, on coulisse une prothèse, on ouvre la prothèse et on rétablit le courant sanguin. Et vous voyez que si le sang passe de là à là à travers la prothèse, vous voyez qu'il n'y a plus d'alimentation de ces varices. Et ça, c'est une technique radiologique faite sous contrôle scopique. Ça permet, bien sûr, d'arrêter le saignement et de sauver des vies. Malheureusement, le risque de cette prothèse, il y a 2 risques. Le risque qu'elle se bouche. Avec les prothèses actuelles, ça se bouche moins souvent. Et deuxième risque, quand le sang passe de là à là, du système porte vers le système cave, sans passer par le filtre du foie, il y a risque d'encéphalopathie hépatique. Et ça, le professeur Debzier a insisté là-dessus. J'ai géré l'hémorragie. Très bien, parfait. Si je ne fais pas le reste, j'hypothèque les chances de mon malade. Quelles sont les autres mesures? Lutter et prévenir des autres complications. Rappelez-vous, l'encéphalopathie hépatique, professeur Debzier en a parlé, par l'aspiration gastrique, les lavements évacuateurs pour éliminer le sang, mettre du lactulose avec comme objectif d'avoir 2 à 3 sels molles. On utilise du lactulose en sirop ou en sachet.
et avec du métronidazole plus ou moins actuellement dans les nouvelles recommandations. Pour l'infection du liquide acide, il faut commencer, même s'il n'y a pas acide, quelqu'un qui a une hémorragie par rupture liée à l'hypertension portale, il y a un très haut risque de translocation bactérienne de tube digestif vers la cavité péritoniale et donc d'infection. On met de la norfloxacine 800 mg ou des céphalosporines 3e génération. Ça, professeur Debzi, on a parlé. Voilà, en gros, l'algorithme décisionnel, varices œsophagiennes, réanimation, état hémodynamique stable, endoscopie, saignement variqueux, ligature élastique plus traitement pharmacologique, non variqueux, prise en charge spécifique. On contrôle le saignement, on répète les séances de ligature avec les bêta-bloqueurs. Ça a été dit par le professeur Debzi, jusqu'à l'éradication des varices. On ne contrôle pas le saignement, on passe au TIPS. Et dès qu'on passe au TIPS, on prévoit plus tard une transplantation hépatique. Voilà pour l'hypertension portale. Je prends quelques questions et la suite, ça sera très, très rapide. L'érythromycine, je ne sais pas si vous avez pris, bon, je prends quelques questions. L'érythromycine, ça accélère la vidange gastrique, puisque l'effet secondaire déjà de l'érythromycine, c'est l'effet secondaire majeur. L'effet secondaire majeur, c'est les douleurs. Ça accélère la vidange gastrique, c'est comme ça. Les clips n'entraînent pas une infection, bien sûr que non. D'accord, d'accord. Quand vous faites le diagnostic d'un ulcère avec un saignement, la gastropathie hypertensive au niveau de l'antre, c'est le plasma argan, c'est l'électrocoagulation plasma argan. Ça, c'est le traitement idéal. D'accord, donc je poursuis. Pour les lésions gastro-duodénales aiguës, c'est soit prise d'ANS, alcool, ou lésions dites de stress. Et le stress, ce n'est pas, vous avez peur de l'examen de gastro et vous avez fait un stress. Ce n'est pas ça le stress, c'est le stress métabolique. C'est les grands brûlés, c'est les insuffisances cardiaques, chirurgie lourde, les infections sévères, les reconstructions orthopédiques majeures. C'est un stress métabolique puisque ça va fragiliser la paroi gastrique et favoriser les lésions. Le véritable traitement, il est étiologique, c'est d'agir sur l'étiologie initiale. Bien sûr, pour ce qui est le traitement médical, on va mettre l'hémostase endoscopique, sinon on va mettre les médicaments, notamment les IPP. Le véritable traitement, c'est la prévention, bien sûr, prescription mesurée des médicaments connus pour leur gastrotoxicité. Le cas que je vous ai rapporté tout à l'heure, pourtant c'est un collègue et il est professeur, quand même c'est un professeur, il est très performant en plus. Il a eu une double antiagrégation plaquettaire sous aspirine plus clopidogrel pour éviter que le stent se bouche et on n'a pas mis des IPP. On n'a pas mis des IPP en protection. Ça, c'est une faute médicale. Et normalement, plus que ça, le malade doit être éradiqué HP parce que HP, c'est un facteur de comorbidité qui favorise le saignement sous antiagrégant, sous ANS. On éradique HP et on met sous IPP au long cours. Comme ça, on réduit le risque de saignement. Pour les malades qui reçoivent des ANS, s'ils sont âgés plus de 65 ans, si les ANS sont prescrits avec un anticoagulant et s'il y a avec des corticoïdes, s'il y a des facteurs de risque, on fait une protection systématique, enfin, on fait une protection par les IPP. Et bien sûr, en situation de stress, il ne faut pas laisser traîner, il faut bien sûr agir sur ça. Voilà ce que ça donne les ANS. C'est des lésions typiques qu'on reconnaît très bien en endoscopie. Ça, c'est multiple au niveau de l'antre. Ça, c'est un gros pli prépylorique ulcéreux en surface. Ça, c'est des lésions multiples. Quand je vois ça en endoscopie, je sais que ça, c'est l'apanage des anti-inflammatoires. Voilà les lésions de stress, c'est plus sévère. Voilà une muqueuse qui est fragile, qui pleure du sang. Ça peut se voir chez les malades de réanimation. C'est pour ça, chez les malades de réanimation, il faut agir sur l'état de stress. Il faut prévenir par les IPP. Le syndrome de Malheureux, quand on vomit, le vomissement, on fait un effort de vomissement. Et l'estomac remonte dans l'œsophage et ça déchire. Ça donne cette déchirure longitudinale.
typiquement à l'interrogatoire, si le malade, ça c'est les cas les plus graves, hein, parce que ça donne généralement un saignement de petite abondance et ça s'arrête spontanément. Une fois, durant toute ma petite carrière de gastro-entérologue, j'ai fait l'hémostase endoscopique sur Mallory Weiss. Sur Mallory Weiss, où j'ai mis injection plus clip, puisque le saignement était important, mais généralement, ça s'arrête spontanément. C'est les malades qui vous disent « j'ai vomi, j'ai vomi, j'ai vomi », c'était alimentaire, et puis il y a eu du sang. Après, les efforts violents de vomissement, à l'interrogatoire, déjà, on a le diagnostic. Ça, c'est problématique, l'ulcère de Dieu-la-foi. Ça, c'est vraiment problématique. C'est quoi un Dieu-la-foi? C'est ce que vous voyez là, une petite lésion, une artériole au niveau de la sous-muqueuse qui s'ouvre et qui donne ce saignement impressionnant. Voilà. Vous voyez là, c'est vraiment impressionnant comme saignement. Le problème, c'est qu'il faut faire l'endoscopie rapidement parce que si on prend le malade à distance de l'épisode, on ne va rien voir ou on va voir une petite chose comme ça. Ça peut devenir ça au bout de 24 heures. Le problème, c'est que ça peut encore ressaigner comme ça. Et quand on voit le saignement ou quand on voit ça, on va mettre une hémostase, généralement clip, qu'on incruste profondément puisqu'on doit atteindre la sous-muqueuse, ou bien on peut faire une ligature élastique, aspirer la sous-muqueuse, larguer l'élastique pour entraîner le vaisseau. Ça va créer de la fibrose et ça va fibroser le vaisseau. Comme ça, ça va réduire le risque de récidive. Les autres lésions, les ulcères de l'œsophage, les œsophagites peptiques sévères, ou les ulcères de l'œsophage en rapport avec le RGO par exemple. Les angiodysplasies, c'est des malformations vasculaires, c'est ce que vous voyez là. Et les angiodysplasies, la brûlure avec le plasma argan, c'est un traitement très efficace puisqu'on détruit les vaisseaux et on entraîne de la fibrose, ce qui permet d'éviter la récidive. Les tumeurs sous-muqueuses, ça c'est une gyste, c'est une tumeur mésenchymateuse qui exprime le plus souvent le CD117, le c-KIT. Vous avez fait le cours cet après-midi avec l'anapathe, elle vous a parlé de ça. Quand on a une gyste qui saigne comme ça, bien sûr, on opère le malade. Les tumeurs malignes, parfois, c'est vraiment très difficile à faire l'hémostase puisque ça peut saigner de partout. Et le problème, c'est que ces malades-là qui saignent, ils ont de la carcinose péritoniale et les chirurgiens ne veulent pas opérer parce qu'ils vous disent « je ne peux pas faire de gastrectomie, d'hémostase chez quelqu'un, une tumeur évoluée, donc c'est un très mauvais pronostic. » En conclusion, donc l'hémorragie digestive haute est une urgence médico-chirurgicale. Rappelez-vous qu'il ne faut pas prendre à la légère, il faut s'appuyer sur de la science, sur des scores pour juger les malades difficiles, urgents ou non, et non pas sur le coup d'œil. La prise en charge doit être rapide et efficace, et il ne faut pas confondre rapidité et précipitation. On est des professionnels, quand on reçoit un malade dans l'urgence, il ne faudra pas se précipiter et faire du n'importe quoi, mais il faudra faire les gestes rapidement et efficacement. L'endoscopie digestive haute permet, après stabilisation hémodynamique, permet le plus souvent de poser le diagnostic et de faire un geste thérapeutique adéquat. Voilà, je sais que... Et puis, j'ai mis cette image, cette belle image, parce que quand on a une hémorragie digestive, vraiment, il y a des vagues partout et ça devient calme grâce à votre bonne intervention, à votre bonne prise en charge. La mère devient calme, le saignement s'arrête et vous sauvez la vie de votre patient. Je prends quelques questions, puisque là, dans le cas du TIPS, est-ce qu'on prescrit des anticoagulants alors que le patient avait... Non, le TIPS, on ne met pas des anticoagulants. Comment traiter? D'accord. En cas d'hémorragie liée à un ulcère de stress, l'endoscopie est normale. Non, si on parle d'ulcère de stress, c'est qu'il y a une lésion en endoscopie. D'accord.